Ladera insanguinata apre la sua memoria. Deuxième sommation, et derrière, on va faire usage de la force. Aléria, vendredi 22 août 1975. Une journée qui marquera l'histoire moderne de la Corse. Une cave occupée par une vingtaine de membres de l'Arc, la réaction brutale de l'État, une fusillade de quelques minutes suffiront à bouleverser les 30 années à venir. Un coup de tonnerre qui n'est pourtant pas un épiphénomène. La colère gronde depuis des années. La revendication régionaliste puis autonomiste gagne du terrain, alimentée par le sentiment d'injustice accumulé depuis des décennies. Aléria, point d'orgue d'un affrontement inéluctable entre un État centralisé et une île à l'histoire tourmentée. Aléria qui clôture dans le drame une phase du mouvement revendicatif et ouvre dans le même temps une période de lutte et de troubles dont les effets ne sont toujours pas estompés aujourd'hui. Aléria, à partir duquel rien ne sera plus comme avant. C'était il y a 25 ans. Début des années 1960, derrière l'image folklorique et rassurante qu'elle donne d'elle-même, la Corse connaît un extraordinaire retard de développement. Un retard qui accentue cette idée bien ancrée chez ses habitants qu'on ne peut rien faire ici et que le salut est dans l'exil. En 1950, la Corse est littéralement endormie et totalement sous-développée, à telle enseigne que l'on se demande quelles sont les raisons profondes de ce bilan extrêmement négatif de la tutelle française. C'est donc à cette époque que l'État décide d'y remédier à sa manière. En lançant le plan d'action régional en 1957, il axe le futur développement sur le tourisme et l'agriculture. Deux sociétés, la SEDCO pour le secteur touristique et la Somivac pour l'agriculture, sont mises en place. Une zone sera privilégiée, la côte orientale. L'opportunité géographique qu'elle présente lui assigne naturellement une vocation agricole. Les travaux d'équipement peuvent alors commencer. « 1962, la guerre d'Algérie se termine. Les rapatriés affluent, se pose alors le problème de les recevoir. La Corse sera terre d'accueil. J'ai quitté l'Algérie en novembre 1963, après y être resté quelque temps pour essayer de récupérer le maximum. Et je suis venu en Corse après avoir fait un petit détour en France et essayer d'étudier les possibilités de réimplantation. Et je crois que c'est en Corse qu'on peut les trouver plus facilement. Oui, quelles sont les raisons précisément qui vous ont incliné à vous établir ici? Eh bien, d'abord une question climat. Il fait quand même plus chaud en Corse que ce continent. Et puis d'autre part, c'est sacré soleil, oui. Et puis d'autre part, les possibilités de culture ici étaient facilitées, d'abord par les droits de plantation de vignes qui étaient favorisés, et ensuite la configuration générale du terrain qui nous permettait de refaire peut-être ce que nous avions fait en Algérie. Il y a eu énormément de rapatriés qui se sont installés en Corse. Je ne dis pas qu'il ne fallait peut-être pas faire quelque chose pour ces gens-là. Il y avait un problème politique qu'il fallait peut-être les aider. Mais il ne fallait pas exclure et occulter complètement, comme cela a été fait, les autochtones. Alors là encore, les organisations syndicales de l'époque l'avaient tiré de la sonnette d'alarme en disant au pouvoir public, faites attention, il y a des jeunes Corses qui sont là, qui souhaitent rester au pays, qui souhaitent travailler, hein, il faut leur donner les moyens, je dirais, et les facilités de s'installer. Là encore, peine perdue.
on avait le sentiment qu'une certaine déperdition identitaire se manifestait et que si ce rythme fou de développement allait se poursuivre avec des taux de croissance tels qu'ils se manifestaient à ce moment-là, le souvenir que j'en ai, c'est que l'opinion aurait le sentiment qu'on serait définitivement noyé, entre guillemets, par une pression extérieure considérable. C'était une prise de conscience globale qui se manifestait selon la personnalité des uns et des autres à des niveaux divers. Le sentiment d'incompréhension puis d'injustice est renforcé par l'absence de dialogue avec l'État. La contestation est menée notamment par l'Azione per la rinascita di Agursiga, l'ARC, le principal mouvement autonomiste. Elle en est à ses balbutiements, mais tous les ingrédients d'une crise grave s'agrègent petit à petit. Les deux problèmes de la terre, aussi bien le tourisme que l'agriculture, sont dans le collimateur, sont un élément de contestation très fort, de rejet de la population aussi, dans le périmètre du FIMOURB, et nous sommes sur ces problèmes depuis longtemps. Alors, qui vous rassemblez au sein de l'ARC? Ce sont des agriculteurs, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les commerçants. C'est quoi l'ARC? Non, l'ARC, bon, d'ailleurs, c'est curieux parce qu'il a été défini par la suite par certaines analystes de gauche comme étant une réaction de classe moyenne, de bourgeois qui voyaient le pouvoir leur échapper, donc qui réagissaient contre l'État. En réalité, l'ARC, c'était déjà le sentiment national, hein, c'était la corsitude qui nous faisait bouger. Parce que moi, j'habitais Bastia, j'étais médecin, mais mon père m'a élevé au village, donc c'est avec les références de mon village que je me battais, c'est pas avec les références de la petite bourgeoisie bastiaise auquel je n'appartenais pas. Les luttes écologistes contre les essais nucléaires dans l'Argentel, puis celles des bouts rouges dans les années 1970, accentuent le malaise. En côte orientale, les attentats contre les fermes de rapatriés se multiplient. L'État reste sourd. Malheureusement, c'était perçu plutôt comme quelque chose de folklorique. Un exemple parmi d'autres, il y avait la fameuse affaire des bouts rouges. Dans les bouts rouges, qui réagissait sur le terrain? Le peuple, mais d'une façon générale, le gouvernement de la République, les élus, j'allais dire, les institutions républicaines. Personne n'a réagi. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, mais à l'époque, est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de cette affaire? Bien sûr, il y a eu des écologistes en Corse, mais des Corses, plus par protection, sans savoir qu'ils étaient écologistes. Et bon, on a bien vu cette indifférence. Pour avoir discuté tant avec Liberbou qu'avec Jérôme Monod de la délégation générale à l'aménagement du territoire, nous avons toujours eu l'impression que la formulation d'une revendication de spécificité était quelque chose de totalement inadmissible dans le cadre français. Le cadre français ne conçoit le système politique, et encore aujourd'hui, que comme une homogénéisation à son image. Un jour, j'ai des amis que l'on classe à droite, UDR à l'époque, qui m'ont dit, écoutez, nous avons nos entrées au ministère de l'Intérieur. Et ainsi, en novembre 1974, nous voilà avec un rendez-vous au ministère de l'Intérieur, reçu par Pandro, qui était à ce moment précis, il était directeur adjoint, donc le plus haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, quand il nous a reçus, il nous a dit très clairement, et dit voilà, je vous reçois en plein accord avec monsieur le ministre de l'Intérieur, qui était Poniatowski. Une conversation extrêmement agréable, intéressante. On lui a parlé de développement. Lui, évidemment, nous a parlé de violence. Déjà, à l'époque, il dit il faut calmer la violence. Bon, vous savez, pour calmer la violence, il n'y a qu'une chose, c'est donner un espoir à des gens qui n'en ont plus. Et effectivement, il nous annonce l'arrivée d'un homme providentiel dont nous ignorions le nom, mais qui s'avère être, au début de l'année, le 3 janvier précisément, un certain monsieur Liberbe. Le gouvernement m'a envoyé en Corse en tant que président de la mission interministérielle, mais surtout en tant que délégué au développement économique, c'est-à-dire en qualité d'expert économique, mis à la disposition des Corses, de l'établissement public régional de Corse, de l'administration corse
pour tenter de faire avancer et de résoudre les problèmes que pose le développement économique de l'île. Il avait une très grande liberté d'action, il avait la réussite exceptionnelle de Rungis, mais vous avouerez que ça n'est pas une dimension politique, c'est une dimension essentiellement économique. On pensait que Liberbou pourrait trouver des recettes permettant de rendre la revendication autonomiste sans objet, et en tout cas de satisfaire les Corses, car le but était de satisfaire l'opinion en général. Liberbou me reçoit, 3 ou 4 jours après, dans ce qui est aujourd'hui la mairie de Bastia, dans une salle, et je vous donne l'allure du bureau. Une salle relativement grande. Son bureau, c'est une table d'écolier jaune avec l'emplacement pour les crayons et l'encrier, une place. Lui était d'un côté, moi de l'autre, et Théobald sur le côté. Voilà la République. J'en ai un souvenir sympathique, parce que Liberbou était un homme extrêmement ouvert, et il a fait le tour de la Corse. Il avait des idées originales. Il disait qu'au lieu de planter de la vigne, il fallait planter du foin, ce qui n'était peut-être pas totalement stupide, ce qui pouvait surprendre. Ce que je crois, c'est que je m'exprime rarement en Corse, mais promettez à Bucca Jogapane, voilà. Et en effet, les promesses ne manqueront pas. Création de 3 grandes zones industrielles, d'équipements hydrauliques, d'infrastructures touristiques et même de l'université de Corté. L'État change-t-il donc de stratégie? Avant même son arrivée officielle dans l'île, Liberbou reçoit les dirigeants de l'Arc à Paris en janvier 1975. On s'interroge alors sur la prise en compte politique du problème corse. On était 6 ou 7, il y avait Paul Marxette, moi, Edmond, Michel Castellane, et il y avait Ségonde, qui était un ingénieur chez Matra, et il y avait je ne sais plus qui, enfin on était 5 ou 6 ou 7 là, et il nous reçoit en nous disant, il avait notre premier numéro d'autonomie qu'on avait sorti en 74, je pense, oui, en 74, sur la table, il dit voilà, je vais appliquer votre programme économique à fond, mais je ne touche pas aux institutions, c'est pas mon boulot. Et ce à quoi on lui répond immédiatement, si vous ne touchez pas aux institutions et à l'administration, vous ne pourrez pas réaliser notre programme. Ce n'est pas possible. Dans le cadre du centralisme, vous n'y arriverez pas. Alors, il dit non, mais je vais y arriver, mais je ne suis pas là pour les institutions. Et on a commencé un peu à discuter, chapitre par chapitre. Et il nous annonce son plan. Son plan, c'est de dire, on va faire 3 commissions. Une à Bastia pour les affaires économiques, une à Ajaccio pour tout ce qui touche au tourisme, et une à Corté pour tout ce qui touche à l'université et à la formation. Et il nous demande de participer à ces tables rondes de préparation pour élaborer un programme suivant les objectifs d'autonomie. Au Palais Lantivy se tenait vendredi dernier l'une des plus importantes séances du Conseil régional, l'avant-dernière avant la bidépartementalisation, mais importante surtout car elle avait à débattre de la Charte de développement économique de la Corse, document fondamental pour l'avenir de l'île, document d'une 50aine de pages que présentait en ces termes le rapporteur général, M. José Rossi. Un très large consensus existe en réalité pour définir et mettre en œuvre une politique de développement qui puisse effectivement concilier, comme l'a dit le premier, M. Liberbou, les exigences du présent avec les valeurs fondamentales du passé. Je veux dire que c'est la première fois d'ailleurs qu'en France, une région exprime avec autant de force, autant de clarté, les données de la politique régionale qu'elle voudrait voir suivre par les pouvoirs publics. Cette clarté, cette unanimité, cette force fera que désormais on ne pourra pas dire on ne sait pas ce que veulent les Corses. Désormais on le sait. On le sait avec précision. On le saura aussi bien en Corse qu'on le saura sur le continent et les pouvoirs publics ne pourront pas l'ignorer. On a vu un espèce de bouillonnement au départ, etc. Mais au moment de la réalisation et des moyens, puisque son projet à lui, c'était je prends la mesure des choses et je réalise tout de suite ce qui est réalisable. Bon, là, on s'est rendu compte que ça traînait, que c'était pas tout à fait ça, que les moyens ne suivaient pas. Il y avait un bruit qui courait, il disait bon, tu vas changer ta 2 chevaux, ben, tu vas demander à Liberbou, par exemple. Ça devenait une boutade, parce que les gens commençaient à sentir que les promesses étaient tellement importantes, mais que pour le moment, on ne voyait rien venir. Bon. Après, il y a eu le moment décisif où, un peu excédé par les reproches qui commençaient à venir, surtout du côté, je dirais,
ce qu'on appellera par la suite la famille nationaliste, hein, qui était unie à l'époque, il n'y avait pas tant de divisions. Le FLN n'était pas encore opérationnel. Et là, il y a eu la jeune chambre économique avec José Strombone, et auquel Edmond assistait, auquel il a dit, un peu excédé, même pas de 400 000 ou 200 000 Corses autonomistes ne feront changer le gouvernement au point de vue des institutions. Nous avions invité énormément de monde, enfin, comme d'habitude, la jeune chambre économique invitait tout le monde. Et c'est là que figurez-vous, j'ai l'ultime renseignement qui m'est donné à l'entrée de la salle par quelqu'un qui faisait partie de la commission, la fameuse commission. Et me dit, voilà, je vous confirme, aujourd'hui, la mission n'a qu'un seul objectif, c'est de ne rien faire. Elle a en tout et pour tout, à l'époque on parlait en ancien franc toujours, 80 millions d'anciens francs de budget pour traiter la chose, pour arriver jusqu'à la signature de cette fameuse charte. Cette réunion devient assez vite agitée. Un certain nombre de gens s'empressent d'attaquer de front la politique qui est menée, entre autres Edmond Siméon, qui comprend qu'il n'était plus sur la bonne longueur d'onde et qu'il fallait rectifier le tir, et qui, évidemment, toujours un homme de pointe, a mis les pieds dans le plat. Ce 17 avril consomme la rupture avec la mouvance autonomiste. Malgré des déclarations officielles et des rencontres épisodiques avec les responsables de l'ARC, l'échec de la mission interministérielle est désormais patent. Les attentats de Giustizia Paolina redoublent, la contestation va crescendo. Le journal Arritti s'en fait l'écho chaque semaine de façon plus ferme. La presse nationale elle-même tire la sonnette d'alarme. La situation dans l'île, je l'apercevais très mal, parce que je constatais depuis longtemps déjà, depuis 1966, qu'il y avait une très grande détérioration. Et c'est là que j'ai mesuré l'impuissance des hommes politiques corses, qu'ils soient, j'allais dire, de Corse ou comme je l'étais moi-même, dans la mesure où il nous était difficile de faire entendre exactement cette évolution. Alors, le gouvernement avait-il noté à l'époque une évolution négative de la situation? Un incident de cette importance, non, et en tout cas pas le développement qu'il a connu ensuite, parce que je considère qu'il y a largement de l'événementiel là-dedans et pas du tout des circonstances prévisibles. C'est dans ce contexte d'échec politique que va éclater le scandale du vin. Dans une zone où les tensions sont déjà vives, la plaine orientale, et avec l'implication de viticulteurs rapatriés. Regroupés au sein d'une société, la Covirep, de riches exploitants agricoles de la région d'Aléria, tous pieds noirs, sont au centre d'un vaste trafic portant à la fois sur la fabrication du vin et sur une gestion financière frauduleuse. Produit en grande quantité, le vin est de piètre qualité et d'un faible degré. Pour le commercialiser, il faut donc en augmenter la teneur en alcool. Un moyen simple, chaptaliser, c'est-à-dire ajouter du sucre. Les Corses en bénéficiaient depuis que la Corse est corse. C'était un avantage acquis et on n'en avait jamais abusé, jamais. Avec toute la floraison de caves particulières, nous savions, nous, qu'il y avait des caves qui faisaient jusqu'à 6 et 7 récoltes avec une seule récolte. Alors donc, suppression de la chaptalisation. En même temps que effacement de la dette pour certains qui justement avaient surchaptalisé. Et premiers effets, en 1972, premiers impayés à la Caisse régionale de crédit agricole. Nous apprenons l'histoire du scandale de la Covirep, c'est-à-dire cette société de financement de 5 ou 6 gros grossistes pieds noirs qui faisaient les mercuriales du marché corse, c'est eux qui décidaient du prix du vin, qui étaient des acheteurs de vendanges et qui faisaient du vin dans des caves, tous avaient de grosses caves. Et ils avaient des difficultés de crédit certainement, et tout d'un coup ils se sont lancés dans des opérations de cavalerie
pour couvrir un peu leur déficit. Et ils ont porté en caution une partie des biens de terre. Donc il y avait risque de faillite et 1500 hectares de terre, de leurs caves et de leurs vignes en caution à récupérer. Le 30 avril 1975, la Covirep dépose le bilan avec un passif de 39 millions de francs. La découverte et l'effondrement du système de cavalerie bancaire menacent alors de ruiner de nombreux petits exploitants corses qui vendaient leurs récoltes aux négociants rapatriés. Le nom de Henri de Peille apparaît parmi les 5 pieds noirs mis en cause. Quand nous avons eu vent de ça, nous disons donc à Liberbeau, voilà, là vous avez 1500 hectares, vous les récupérez, vous le prenez, vous le donnez à des jeunes Corses, et là on commencera à croire à vous. Et là vous avez matière à faire tout de suite. Ah bien sûr, il a bien noté, puis il est parti donc à Paris, et il a vu le directeur du Crédit Agricole, qui lui a dit mais je ne peux pas vous donner d'argent, parce que d'abord il s'agit plus que ce que vous croyez, étant donné qu'il faut acheter les terres, mais il faut installer des jeunes agriculteurs. Et si vous installez des jeunes agriculteurs, il vous faudra beaucoup d'argent à prêter, parce que les jeunes... Or, nous sommes en plein plan d'austérité de Fourcade, à cette époque-là, c'était le premier choc pétrolier, donc si je n'ai pas le feu vert du ministère des Finances, je ne peux pas. Alors il est allé voir Fourcade, et Fourcade lui a dit non, c'est pas possible, je ne fais pas d'exception pour la Corse, parce que sinon après, je suis obligé de faire l'exception pour d'autres. Et il est revenu en nous disant, cette dernière réunion, on le savait déjà, mais là c'était confirmé, en juillet donc, un mois avant Aléria, non, ça ne peut pas marcher. En matière de fraude sur le vin, l'attitude des autorités était répressive. Par contre, là, procès-verbaux, recherche de responsables de haut niveau, dont certains étaient peut-être un peu intouchables étant donné leur situation, mais il y avait là un malaise qui était ressenti par les Corses et qui était ressenti aussi par les Pieds Noirs. Malgré les réticences des syndicats agricoles qui s'inquiètent des conséquences pour les viticulteurs corses, l'ARC est décidé à agir. L'opportunité politique est trop belle. Elle tient là l'occasion de dénoncer la mise en valeur de la côte orientale au profit exclusif des rapatriés et le leurre que constitue à ses yeux la mission Liberbeau. Des raisons internes expliquent également cette décision. L'action violente des mouvements clandestins et la pression des jeunes de la CSC de Nice, membres de l'ARC, imposent une clarification. Il faut tordre le cou à cette légende. Nous n'avions nullement besoin d'être poussés par des éléments plus jeunes, pour la raison simple, c'est que les jeunes, c'était quand même nous qui les formions, qui les sollicitions, qui étions pratiquement toutes les semaines à Nice avec la CSC, qui étions sur le continent avec des comités de vigilance, et que nous étions des gens déjà qui avaient connu les affrontements, les bouts rouges, etc. Donc nous n'avions pas besoin d'être poussés. Il n'était pas du tout prévu qu'ils y soient allés. Ils s'y sont trouvés parce que Edmond, quand il a vu l'armada qui était autour de lui, cette espèce de corps expéditionnaire, n'a plus du tout eu à penser qu'il devait y avoir tel ou tel militant. Il a fait face à une situation qui était pas du tout celle qui était attendue. C'était ridicule à ce moment-là de dire, bon, toi tu t'en vas, tu restes. Il n'y pensait même pas d'ailleurs. Lorsque s'ouvre le 14 août le 9e congrès de l'ARC à Corté, tout est finalisé. L'action est prête. Ce sera dans quelques jours. Le secret sera bien gardé, mais le discours politique doit être suffisamment clair pour que militants et sympathisants soient prêts à la mobilisation. L'ARC peut offrir aujourd'hui au peuple corse, sans ostentation, sans recherche d'effets douteux, sans recherche d'honneur, uniquement avec l'esprit de sacrifice au service d'une cause sacrée, la liberté et le sang de ses militants. À Liberbeau, qui a parfaitement compris la nature politique du problème, comme il l'a dit à plusieurs reprises, mais qui n'a pas les moyens de le résoudre. À Liberbeau, qui a dit publiquement à un repas de la jeune chambre économique de Bastia, même 200 000 Corses autonomistes ne sauraient faire modifier la Constitution, fermant ainsi par ses propos la porte à la voie légale pour une revendication légale. Nous répondrons par la phrase d'un révolutionnaire sud-américain
célèbre Che Guevara, un révolutionnaire. Ou il gagne, ou il meurt. Un discours très dur parce que si on le resitue dans le contexte de l'époque, il ne fait que traduire les données qui sont en présence et aussi parce que nous pensons que nous allons nous engager dans une radicalisation extrêmement forte et qu'il est temps que les choses, d'autant plus que la presse internationale et nationale commence à s'intéresser à la question, qu'il est temps d'engager le fer, je dirais, dans un contexte fortement sensibilisé. L'ARC a essayé de reprendre en main ses troupes le 17 août à Corté par un grand manifeste, un grand rassemblement de monde. Et c'est là que le docteur Simeoni a eu l'imprudence de dire, et c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille, l'affrontement sanglant est désormais inévitable. Ce que j'ai traduit dans mon rapport au ministère de l'Intérieur un peu atténué, l'affrontement sanglant n'est pas exclu. Et c'est dans cet esprit-là, dans cette inquiétude-là plus exactement, après avoir chauffé ses troupes à blanc leur demandant le sacrifice du sang, c'est ce qu'ils leur demandaient, qu'il y a eu l'occupation d'Aléria par un commando armé. Mais nous partons la veille de Bastille, nous sommes 6. Nous dormons dans le fumeau la veille et très tôt le matin du 21, vers 5h30, 6h, nous nous rendons à Basile, qui était le point de rendez-vous. Et nous retrouvons une vingtaine environ, et des gens que pour la plupart, personnellement, je ne connaissais pas. À ce moment-là, on fait un dernier point. En gros, un scénario est imaginé et nous mettons en route pour la cave dans laquelle nous rentrons aux environs de 7h du matin, autant que je me souvienne. Moi, j'étais avec Edmond dans la voiture. Après, les autres ont suivi. On est arrivé, il y en a qui sont rentrés dans la cave. Moi, avec Edmond, on est rentré dans la villa. On a demandé aux gens de quitter les lieux. On a pris les gosses, on les a mis dehors, et après a commencé l'occupation de la cave. D'abord, on s'installe, on rassemble les fusils de chasse que nous avions emmenés, on les pose dans le bureau de M. Depaille. Détail significatif, derrière le bureau de M. Depaille, sur le mur, figurait une peinture représentant un petit arabe en burnous, et à côté de ce tableau, cloué au mur, un fouet mexicain. Rapprochement curieux. Ensuite, nous ouvrons les meubles, nous fouillons, tout. Il y a un ordinateur assez impressionnant déjà, à ce moment-là. Et puis, on consulte les relevés de banque et on constate que ce monsieur travaillait avec une douzaine de comptes, tous en rouge. Notre souci, justement, c'était d'éviter les provocations ou les emballements des jeunes. C'est pour ça qu'on choisit celle de Depaille qui est en dehors des agglomérations, qui est loin des agglomérations, donc là où on peut mieux voir venir, où on peut mieux contrôler les provocations. Je pense qu'il fallait qu'on soit assez fort pour tenir cette position de négociation assez longtemps, pour que les gens en Corse et partout ailleurs soient bien au courant de ce qui se passait en Corse. C'est évident qu'on n'aurait pas eu d'armes, on aurait été balayé par un escadron de CRS avec quelques matraques et quelques lacrymogènes. Il a averti
les journalistes locaux, les journalistes continentaux, et moi je devais faire venir les socioprofessionnels qui étaient plus ou moins avertis, de façon à qu'ils prennent le relais de la dénonciation. Je suis prévenu qu'un groupe armé s'est emparé de la cave, qui fait un fort Chabrol, et qui ne sont pas armés simplement de fusils de chasse, mais qui ont même des fusils à balles. Le président de la République était en voyage à l'étranger. Le Premier ministre était chez lui en Corrèze. Et l'intérim du gouvernement, en fait, était fait par M. Michel Poniatowski. La réaction du ministre a été qu'on ne pouvait pas laisser cette voie de fait se poursuivre, qu'il fallait intervenir rapidement, et plus on irait vite, mieux ça vaudrait, parce qu'on ne laisserait pas une mayonnaise prendre. Nous prenons contact avec les autorités, nous les trouvons à la fois provocatrices par leurs déclarations, en particulier Poniatowski et les autres, par leurs mensonges, par l'outrance qu'ils utilisent dans les propos, par les objectifs qu'ils s'assignent, c'est nous mettre à la raison définitivement, et par la force. Et puis en même temps, nous les trouvons aussi relativement décontractés dans la mesure où ils assimilent cette démarche à une forme de pantalonnade, mais à aucun moment ne se noue le dialogue, et ce d'autant plus que, alors que dans toute la France, quand il y a la moindre prise d'otage en droit commun, on installe des liaisons téléphoniques nouvelles, là on s'empresse de nous couper totalement du monde extérieur. Il y a du monde qui vient, des policiers très vite, et puis dans l'après-midi, vers 4 heures, encore une fois, autant que ma mémoire ne me trahisse pas, les gendarmes commencent à s'installer et le téléphone est coupé. Et à ce moment-là, bien sûr, l'ambiance change. On sent vraiment que les pouvoirs publics, le préfet ne veut rien entendre. Je me rappelle de moments où Edmond se révolte. Il dit que le préfet c'est un âne, ça je me rappelle très bien. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment une volonté de ne pas ouvrir une discussion dans le sens de l'apaisement, quoi. Le ministre a souhaité que l'affaire soit dénouée, ce qui prouve qu'il n'y attachait pas, qu'il ne considérait pas qu'elle était d'une gravité exceptionnelle, par le sous-préfet de Bastia plutôt que par le préfet d'Ajaccio qui était assez loin et qui, en plus, avait des réunions importantes dans la journée et qui pouvait difficilement les différer. C'est donc le sous-préfet de Bastia qui a été chargé de conduire l'opération. La décision d'intervention, elle est prise immédiatement ou elle est prise le lendemain, le 22 août? Elle est prise dans le principe immédiatement, puisqu'on amène les moyens nécessaires, et l'ordre d'exécution n'est venu qu'au moment où ça s'est passé, c'est sûr. J'ai fait amener sur place, en accord avec le ministère de l'Intérieur, des forces de police et de gendarmerie telles qu'une action armée était impensable. La disproportion était trop forte. La soirée se passe plutôt bien, bon, on nous ravitaille, les gens font connaissance. Il y a surtout des gens du Niol, du Fiumorbe, ou puis de la région de Bastille. Bien souvent, des parents se retrouvent, ou se trouvent, et on veille jusqu'à
minuit ou 1h du matin. On est resté une vingtaine de personnes dans la cave et dans la villa. Et notre souci, avec deux amis et moi-même, on s'était mis sur le bord de la route parce qu'on avait surtout peur que des voitures passent et mitraillent la cave et nous blessent des gens parce qu'on pensait surtout aux provocations. Ce que les hommes de la cave ne savent pas, c'est qu'au même moment, une véritable armada se prépare aux environs de Bastia. 3 escadrons de gendarmerie mobile et 3 compagnies de CRS sont arrivés en renfort à l'aéroport de Porrette. On réquisitionne les cars de l'entreprise Gazo à Bastia pour les acheminer. Des centaines et des centaines d'hommes font mouvement, direction Aligre. Les premiers camions sont arrivés en provenance du nord, de Bastia. Tout de suite suivis de blindés légers, les VAB, les véhicules à l'avant blindés. Et ensuite, tout de suite avec ça, qui arrivait donc du nord, sont arrivés 12 hélicoptères Puma, qui ont fait au-dessus de la cave immédiatement la danse du scalp, c'est-à-dire qu'ils tournaient en rond au-dessus de la cave. Nous étions 17, exactement. Il y a eu un moment, c'est vrai, d'incompréhension et un moment d'affolement. Aucun ordre n'était donné, certaines personnes ont tiré, nous avons tiré sur les hélicoptères. Ils ne s'attendaient pas à ce feu de salve, c'est vrai. Et ils se sont immédiatement élevés. Alors comment ça se passe ? C'était la première phase. Ensuite, il fallait stopper la progression des gardes mobiles qui se trouvaient en train de prendre position tout autour de la cave et stopper un engrenage qui était en train de dépasser tout le monde. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'idée des otages. C'était l'un d'entre nous, choisi, et un autre qui s'est déclaré volontaire, enfin un qui a été interpellé parce qu'il avait une tenue vestimentaire qui correspondait à une tenue estivale telle qu'on pouvait l'imaginer en provenance de la France continentale, et un autre. Et nous sommes descendus, le docteur Edmond Siméon, moi-même et les 2 otages, entre guillemets, sur la nationale. Ça a été le premier arrêt à l'attaque qui était programmée. On sent que on ne fait plus le poids devant tout ce mécanisme qui se met en place, mais c'est un sentiment de rage encore plus profond, une détermination sans faille. Là, je pense que les gens qui étaient autour de moi ont ressenti cette chose-là, c'était une volonté d'aller jusqu'au bout, là, c'est certain. Il y a eu des contacts, oui. Il y a eu des contacts, il y a eu des allées et venues, il y a eu tout un tas de monde qui est arrivé, il y a eu des journalistes, il y a eu de la presse nationale, il y a eu de la presse internationale. Oui, ça c'est terriblement, disons, c'est devenu vraiment très intense. J'avais pris contact avec le préfet Gilly pour lui faire part de mes réserves, de mes incertitudes. Quant à l'issue de cette situation qui s'aggravait effectivement au fil des heures, tant la tension montait et tant chacun restant sur ses positions, notamment le ministère de l'Intérieur. Alfonsi est celui qui est le plus intervenu. Il me demandait de ne pas faire d'action répressive. Je le souhaitais aussi. Les autres ont été plus timides. L'atmosphère n'était pas la discussion du dialogue. Je crois que la volonté du gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement que je soutenais, puisque j'étais le secrétaire général du parti du président, c'était pas la discussion. On discutait de la levée des barrages et de la disparition du siège qui était dressé autour de la cave, en gros, et puis chaque fois c'était un refus. Jusqu'au milieu de l'après-midi où on nous propose simplement de déposer nos identités et les munitions et de quitter la cave sans autre forme de procès, ce que nous refusons.
Oui. Le téléphone sonne et c'est Pognat et il me dit viens tout de suite. Je dis comment il suffit? Viens tout de suite parce que ton renseignement était bon. Ce qui voulait dire que c'était vrai qu'il y avait des jeunes hommes qui, à Bastia ou dans les environs, s'armaient en réaction à l'action de la gendarmerie. Je suis arrivé au ministère de l'Intérieur où je retrouvais donc son directeur de cabinet, un sous-préfet et lui-même qui était en bras de chemise, si je puis dire, c'est-à-dire sans veste. Alors j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Alors il m'a dit oui, mais de toute façon c'est trop tard, il faut que force reste à la loi et à la République, etc. Et donc j'ai donné l'ordre d'intervention. Puis à un moment donné, j'ai entendu un oh, ouh, oh. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Et à ce moment-là, c'est là le point d'histoire. C'est que Pognat m'a dit c'est dramatique, c'est grave, c'est très très grave. Les gendarmes refusent de faire mouvement. Et puis ils ont insisté probablement, puisque j'ai bien vu qu'on s'affairait. Moi je suis resté dans le cabinet, dans le bureau du ministre, et puis j'ai vu que le directeur de cabinet, tout le monde s'affairait. Et puis à un moment donné, donc les gendarmes ont fait mouvement. Deuxième sommation. Et derrière, on va faire usage de la force. L'usage de la force va être employé à l'aide de grenades lacrymogènes. Après la troisième sommation, il y a un tir très nourri de gaz lacrymogène. On n'y voit pas 1 mètre. Et c'est dans ces conditions-là que les gendarmes montent à l'assaut. Ils partent d'à peu près 80 mètres de la cave, dans la fumée, et des gaz, et en tirant. Et nous ripostons. Nous sommes noyés de lacrymogène. Hein. Ça veut dire que bon, on tire, on pleure, on s'essuie les yeux. Quelques-uns se cachent, mais il n'y a pas de panique. Et ensuite, très vite, nous entendons les cris de Piero Susini qui est blessé au pied. Et très vite, elle m'en sort en agissant un drapeau blanc pour demander le cessez-le-feu, ce que les gendarmes acceptent, puisque eux aussi ont déjà un mort et plusieurs blessés, dont un qui fera le deuxième mort. Il y a eu une accalmie parce que je pense que les forces de l'ordre ne s'attendaient pas à une riposte aussi virulente, donc il y a eu un mouvement de repli chez eux. Et je pense, et c'est à mon avis la chance que nous avons eue, une ambulance est engagée pour récupérer des gendarmes qui étaient à terre et des journalistes se sont engagés en même temps qu'eux et sont rentrés à l'intérieur de la cave. Personnellement, je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Ça a empêché le deuxième assaut qui aurait été décisif. Quoi. Moi, je suis seul dans le bureau du ministre, à double battant, et je vois encore Pognat en bras de chemise, plein de transpiration, aurillac. Et Pognat revient. Il revient en disant ça y est, ils ont levé le drapeau blanc. Alors moi, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit ils ont levé le drapeau blanc? Il dit oui, ça y est, c'est terminé. Ils se sont rendus, ils ont levé le drapeau blanc. Et je suis resté comme ça. Il est allé, même pas 5 minutes, il est revenu, il m'a dit il y a un gendarme tué. Moi, je voulais pas lui dire j'avais raison. Et après, il est revenu et il m'a dit il y a un blessé parmi les gens de la ferme, là, les nationalistes, je ne sais pas, ils ne les appelaient pas comme ça. Mais il y a un deuxième gendarme tué. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que à ce moment-là, c'est la première fois que je le voyais, Pognat était en chemise, comme ça, le dos tout mouillé. Il m'a regardé, il ne voulait pas me dire tu avais raison, il s'est mis à pleurer, carrément. La reddition d'Edmond a tout de suite provoqué une division du groupe. Je pense qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que Edmond se rende, à aucun prix d'ailleurs.
Et Edmond avait pris cette décision tout seul, donc connaissant la personnalité d'Edmond, maintenant on sait qu'on n'aurait pas pu le faire changer d'avis. Mais deux groupes se sont formés, un qui acceptait la situation et un autre qui ne l'acceptait pas et qui voulait à tout prix sortir de la cave avec Edmond, quel que soit le prix de la casse. Hein. Ben nous, on veut partir. De toute façon, on ne veut pas se rendre. Hein. Et nous quittons la cave avec un vague projet de rejoindre Corte, mais ça ne se fait pas. Et l'idée nous vient d'utiliser le camion qui était garé dans la cour. Et à ce moment-là, on se retrouve une vingtaine sur le camion, un militant prend le volant et on s'en va en chantant aux colombes et en tirant des coups de feu sous le nez des gendarmes, dont beaucoup pleurent. On les voit pleurer. Je leur ai donné consigne de le laisser passer. Simeoni s'est constitué comme prisonnier. Ça m'a paru suffisant. Le responsable prenait ses responsabilités. Il est près de 20 heures, tout est terminé. Les militants de l'Arc rentrent chez eux ou se cachent. Les troupes rejoignent leur casernement, tandis qu'Edmond Simeoni est transféré au camp de Borgo avant de rejoindre Paris. On se trouvait avec un clash énorme sur les bras qu'il fallait gérer, un leader qui était en prison et des dizaines de types qui étaient au maquis. Parce que tous ceux qui ont fréquenté la cave ont pris la poudre d'escampette, se sont mis hors de vision, quoi. Alors nous, on subodore qu'elle peut arriver, cette dissolution. Donc on déménage le local avec les papiers, etc., avant qu'elle ne soit effective. Effectivement, nous la prenons le mercredi. Mais il faut se mettre dans l'ambiance d'une dramatisation, d'une tension avec la première fois un leader nationaliste qui est emporté par les troupes sur le continent. C'était la première fois que ça arrivait. Tout ça, ça crée un choc absolument extraordinaire et il y a une tension terrible. Le gouvernement, lui, n'hésite pas. Le mercredi 27 août, l'Arc est dissoute en Conseil des ministres. Le soir même, l'émeute éclate à Bastia. Un CRS est tué. Un deuxième corps expéditionnaire débarque dans le port avec tout son matériel lourd. Quelque chose qui ressemble à l'armée, quoi. C'est l'armée qui débarque. Sur la place, il y a de nombreux jeunes excités dans les cafés qui suivent les événements et qui les commentent. Les CRS, ne voulant pas laisser le terrain, repassent et ça ne fait que s'exciter. Et dans la soirée, les CRS sont groupés autour de ces préfectures et puis tout d'un coup, des coups de feu partent du haut de la place, des rues adjacentes à la place Saint-Nicolas. Il y a un ou deux CRS qui tombent, il y a des blessés, c'est la panique, ils ripostent avec leurs mousquetons et puis on a une espèce de nuit insurrectionnelle, spontanée qui est née là-dedans. J'ai reçu l'ordre d'ouvrir le feu. Il n'est pas agréable dans une carrière de donner l'ordre d'ouvrir le feu dans la nuit. J'ai donné l'ordre d'ouvrir le feu uniquement sur les points d'où venaient les éclats de départ de fusil. Ça a arrêté tout de suite. Mais les descentes de police qui ont suivi dans la nuit n'ont pas permis d'arrêter qui que ce soit.
Le matin, la population se réveille à Bastia, après la nuit, et c'est une ville occupée. La ville occupée avec les chars, avec les troupes, les gens sont contrôlés, les véhicules contrôlés brutalement, les mains au corps, à l'américaine, les mains sur le capot, on fouille les gens, on les fait descendre, on ouvre les coffres. C'est vraiment les soldats énervés. La situation semble un moment échapper à tous les acteurs politiques avant que l'État ne reprenne la main. Mais l'engrenage est en route. La solidarité autour des hommes d'Alegria dépassera largement les clivages partisans. Rien, décidément, ne sera plus comme avant. Les heures qui ont suivi Alegria sont absolument importantes, peut-être même plus que l'action elle-même, je veux dire, parce que moi j'ai grandi dans ce village où j'ai entendu pendant des heures des anciens parler de la résistance contre les Allemands et les Italiens. On parlait du bataillon de choc qui était cachée dans une grotte, mais personne ne savait vraiment pas où elle était. Et je peux vous dire qu'elle existait, le soir même, on nous y a amenés et on nous a cachés là, avec toute une logistique qui s'est mise en place, de ravitaillement, des gens qui marchaient la nuit pour nous rejoindre, pour nous donner des informations. Il y avait là un sentiment de révolte, un sentiment de résistance. Que retiendra l'histoire de ces journées d'août 1975 ? 25 ans après, il est sans doute encore trop tôt pour le dire. Quant aux hommes qui y ont participé, dans un camp ou dans l'autre, chacun d'entre eux tirera à sa manière et avec le recul les leçons d'une rupture. Personne n'est fier d'Alegria. Pour la petite histoire, qu'il n'aurait pas fallu conduire l'opération dans l'après-midi, ça c'est sûr. Pour la grande histoire, que l'appréhension du problème corse a été longue, trop longue et douloureuse. Ça a été le point de départ, compte tenu du caractère national de l'événement. Ça a été le point de départ, je pense, d'une vision continentale de la situation en Corse, différente de caractère folklorique que pouvait être cette vision avant Alegria. Si vous voulez, on est passé aux choses sérieuses. La Corse n'a jamais abdiqué son droit à la liberté à être elle-même. Donc ça s'inscrit dans le droit fil historique d'une revendication, à mon avis, qui est multimillénaire de liberté, quoi. C'est une dignité retrouvée. On s'est opposé à la machine politique qui était en place, qui a fait des ravages en Corse, on le sait maintenant, parce que ce qu'Alegria a apporté à la Corse, on le saura beaucoup plus tard, ça appartient à l'histoire, mais c'est sûr que ça a changé les choses dans le bon sens, je pense. Si c'était à refaire aujourd'hui, vous referiez Alegria ? Sans problème. O Vergine Maria, o Mamma d'Antamada, venite all'urinforsu, la voce sotterrata, venite all'urinforsu, la voce sotterrata. Alors, donc, de retour sur ce plateau avec nos quatre invités, Edmond Simeoni, Philippe Alphonse, Jean-Louis Andréane et Pierre Dautelonde. Pierre Dautelonde, vous, comment vous aviez vécu Alegria à l'époque ?